désolée pour ces aléas, alors que vous vous êtes tous levés très tôt un dimanche matin pour venir écouter des travaux techniques. Donc déjà, bravo à vous. Et merci à toutes et à tous d'être là. Pour ce débat des think tanks qu'on a élaboré parce qu'on s'est rendu compte qu'on invitait plein de gens à présenter leurs idées dans des débats, mais qu'il serait sans doute assez intéressant d'avoir un temps d'échange autour des travaux plus spécifiques que produisent des think tanks toute l'année sur des thèmes très divers. Et notamment, la crise sanitaire a été l'occasion pour tous ces think tanks de produire énormément de choses sur le monde d'après. Et donc, qu'ils avaient plein de solutions intéressantes sur des sujets divers. Et donc, on a voulu leur donner un espace pour pouvoir présenter ces travaux. Donc, je suis très heureuse d'avoir ici en présentiel et à distance 7 instituts et fondations et think tanks qui représentent un spectre assez large, à la fois politiquement à gauche, mais aussi qui travaillent sur des sujets très variés. Donc, on va tout de suite commencer avec Adrien Madec pour Hémisphère Gauche, qui va présenter une note sur une politique publique du médicament. Merci Nina. Bonjour à tous. J'ai fait passer un document qui présente plus la note, et je vais vous parler un petit peu de cette note. On l'avait sortie, donc on propose la proposition phare de cette note, c'est la nationalisation d'un laboratoire pharmaceutique. Et il se trouve qu'on avait travaillé en amont de la crise, et on a sorti la note à peu près 2 semaines avant la crise du Covid. Et on a réussi à porter cette idée dans le débat public dès le début de la crise, avec une tribune dans Libération qui avait réussi à rallier des députés PS, mais également de la France Insoumise, des députés européens des Verts et d'Aurore Lalucq. Donc on était très fiers de cette démarche. Et on pensait à Hémisphère Gauche, c'était intéressant de vous présenter une proposition de politique économique et sanitaire qui permettent de répondre à 2 enjeux, l'enjeu sanitaire et en même temps l'enjeu stratégique d'union de la gauche, parce que c'est un thème qui aujourd'hui fédère tous les appareils et tous les candidats. Alors sur la proposition en tant que telle, on est parti du constat qu'il y avait 2 problèmes sur le marché du médicament aujourd'hui. Le premier problème, c'était l'augmentation des pénuries de médicaments. Donc en 10 ans, ça a été multiplié par 10. Et ça engendre des dysfonctionnements très importants, à la fois pour les hôpitaux qui ont besoin de plus de personnel pour gérer les stocks et qui font face à des pénuries hospitalières assez importantes, qui ne sont pas des pénuries sèches, mais qui sont des ruptures d'approvisionnement. Ça crée aussi des coûts pour l'assurance maladie qui est obligée de se fournir par des grossistes qui peuvent faire monter les prix. Donc ces pénuries cette accélération des pénuries est vraiment une des difficultés qu'on avait identifiées. La deuxième difficulté sur ce marché, c'est la déconnexion sur le marché des génériques entre l'innovation thérapeutique, ou qui est quasiment nulle en fait, parce que les génériques sont des médicaments dont les princeps sont déjà dans le domaine public, et les prix à la revente. Et on s'est rendu compte que la solidarité nationale finançait en quelque sorte des laboratoires pharmaceutiques qui tarifient les génériques de manière déconnectée de leur coût de production. Et donc on s'est dit qu'à travers ces 2 enjeux de pénurie de production de biens de médicaments en France qui entraînent des conséquences, et l'augmentation des prix, la déconnexion des prix entre l'innovation thérapeutique et leur tarification de marché, il y avait là un espace pour penser une intervention publique plus audacieuse. Donc, on a convergé sur l'idée que la nationalisation d'un laboratoire pouvait être une solution pour faire face justement à ces pénuries de médicaments courants sur les molécules, notamment l'ibuprofène ou ce genre de molécules très générales et très utilisées par les Français. Et que le coût de la nationalisation d'un laboratoire existant n'était
pouvait se récupérer, entre guillemets, dans la négociation avec les laboratoires. Parce qu'une fois que la puissance publique détient un moyen de production qui permet d'écouler un certain nombre de volumes et de répondre aux besoins des Français, eh bien, dans la négociation avec les laboratoires, on est en position de force, entre guillemets. Et ça, c'est un élément qui nous apparaît important. Et on a fait un petit peu, bon, même si c'était pas aussi précis qu'on le voulait, mais ça coûterait à peu près. Donc, on n'a pas pensé à nationaliser Sanofi à l'époque, parce qu'on était avant la crise et l'ampleur de la mesure n'était pas non plus. On ne voulait pas non plus faire un effet de surenchère. Donc, on avait pensé à un laboratoire français qui s'appelle Ipsen, qui a des usines de production à Dreux notamment, et qui représenterait le coût de plusieurs milliards d'euros et qui, au total, avec l'économie que l'État pourrait faire dans ses négociations avec les laboratoires, en fait, l'investissement serait rentable sur 5 à 6 ans concernant les coûts d'exploitation. Et après, sur le coût total, ce serait plutôt une dizaine d'années. Mais on est sur des choses qui, pour un État stratège, n'est pas totalement féerique. Ça, c'est la première mesure, c'était la nationalisation, où dans cette stratégie d'intervention publique, on avait aussi pensé à l'entrée au capital de l'État dans des grands groupes pharmaceutiques, notamment pour peser dans les conseils d'administration et pour faire en sorte que la localisation des sites de production soit plus en France. Et c'est ce qui nous a manqué lors de la crise du Covid, notamment. C'est la faiblesse de notre appareil industriel et la délocalisation des sites en Asie du Sud-Est a fait qu'on était dépendant pour la production de masques et par ailleurs, on s'est rendu compte qu'on était vraiment vulnérable sur des chaînes d'approvisionnement. Et voilà, l'État, s'il prend des participations dans Sanofi ou dans un gros groupe pharmaceutique, arrivera, à notre avis, à peser plus largement sur la localisation des sites de production. Il faut savoir qu'en plein milieu de la crise, il me semble que c'est le laboratoire Boiron qui ont supprimé l'équivalent de 2300 postes et qui ont fermé 13 usines en France. Donc, même en pleine crise sanitaire, il y a des logiques industrielles qui se déploient et qui fragilisent, notre résilience sanitaire. Et donc, autour de la nationalisation, il y a l'idée d'avoir une vraie stratégie sanitaire nationale et pas simplement une stratégie industrielle qui favorise des entreprises qui sont très internationalisées, mais qui vivent de la commande publique et de la solidarité nationale en partie. Le deuxième angle mort qu'on avait identifié, dont je vous parlais au début, qui était la déconnexion entre le prix et l'innovation thérapeutique, on s'est rendu compte que dans la négociation avec les acteurs, l'État avait un fonctionnement assez opaque et pas très optimum. En fait, il y a ce qu'on appelle le CEPS, donc c'est le Comité économique des produits sanitaires, qui négocie en fait la tarification des médicaments qui sont mis sur le marché. Et cette tarification obéit à des critères qui sont moins des critères sanitaires que des critères industriels, ce qui pose un problème parce que quand l'État négocie un prix pour les médicaments qui entrent sur le marché, il faut veiller à ce que la tarification obéisse à une innovation. On ne va pas payer quelque chose qui existe déjà et qui ne remplit pas de fonctions supplémentaires pour les Français. Et donc l'un des axes qu'on proposait également, en parallèle de la nationalisation d'un laboratoire, c'est de renforcer les dotations pour ce comité, pour faire en sorte que ce comité, notamment, soit lié par les avis de la Haute Autorité de Santé sur les innovations thérapeutiques. En fait, tous les ans, la Haute Autorité de Santé publie des documents sur les innovations thérapeutiques. Et ce qui est assez flagrant, c'est que sur des notes de 1 à 5, donc 5 étant vraiment l'innovation majeure et 1 étant une petite innovation, malgré cet éventail de notes, la tarification que l'État propose pour des biens et des médicaments est déconnectée de cette évaluation par la Haute Autorité de Santé. Et donc, on voulait renforcer aussi le comité de pilotage pour que l'État soit plus transparent et que même que les parlementaires également aient voix au chapitre sur les relations entre l'État et les acteurs pharmaceutiques. Donc voilà, c'était pour vous présenter la proposition de l'hémisphère gauche concernant une nouvelle politique publique du médicament qui passe
par la nationalisation d'un laboratoire pour la production de médicaments génériques et par une meilleure régulation des prix de l'innovation thérapeutique. Merci beaucoup. Merci Adrien. Donc voilà, vous avez un bon exemple de solution absolument concrète et programmatique proposée par des think tanks. Sur un tout autre sujet, maintenant, on est en visio avec Marianne Tordebitker de France Digital qui va nous présenter ses travaux sur l'emploi dans le numérique dans les startups TPE et PME. Bonjour Nina, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, super. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, France Digital, nous, notre rôle, c'est de défendre l'entrepreneuriat innovant français. Et notre objectif, il y a deux objectifs en défendant l'entrepreneuriat innovant français. C'est d'une part garantir la souveraineté technologique de la France face à des GAFAM. Et ensuite, c'est de créer de l'emploi. Parce que on a un constat, c'est que les entreprises numériques françaises, et notamment les startups qui sont en fait ni plus ni moins que des PME technologiques, donc le terme de startup peut créer pas mal de fantasmes, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une PME technologique. Et donc notre rôle, ce qu'on constate, c'est que les PME technologiques, elles créent de l'emploi, elles créent même 10% des créations nettes d'emplois en France, et avec plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est de l'emploi qui est sur tous les territoires. On a produit un baromètre qu'on sort chaque année, qui va sortir là le 15 septembre, et qui démontre que plus de 60% des startups françaises sont localisées hors de Paris. Ensuite, c'est des entreprises qui emploient en CDI à une très très forte majorité, c'est-à-dire qu'on a 86% des startups françaises qui emploient en CDI. Et enfin, ces emplois, ils sont de plusieurs natures et ce ne sont pas uniquement des profils d'ingénieurs spécialistes de physique thermonucléaire, c'est aussi des profils de graphistes, de commerciaux, voire d'ouvriers, c'est-à-dire que c'est des métiers numériques qui touchent toute une catégorie de profils différents. Il y a quelques exemples de belles entreprises, notamment pas très loin de la Charité-sur-Loire, qui ont créé, par exemple, je pense à BrainCube à Issoire, qui est un leader de l'Internet des objets et qui a une usine qui emploie aujourd'hui 80% pour justement produire ces appareils d'Internet des objets. Donc, une fois qu'on a réalisé ce constat, nous, on ne peut pas nier le fait que le numérique crée pas mal de fantasmes, parfois tout à fait vérifiés, sur est-ce que le numérique va mettre de côté toute une catégorie de la population, toute une catégorie de travailleurs. Effectivement, et si on prend un premier bilan de ce qui a été réalisé pendant le confinement, on ne peut que s'alarmer sur le fait que plus de 650 000 enfants ont été privés d'éducation parce qu'ils n'avaient pas assez d'équipements informatiques ou parce qu'ils n'avaient pas assez de couverture réseau. On constate aussi qu'un senior sur 4 sait pas envoyer un mail. Donc, comment est-ce que ce senior-là a pu prendre un rendez-vous sur Doctolib quand on est tous passés à la téléconsultation pendant le confinement? Il y a eu beaucoup de laissés pour compte. Et là-dessus, notre proposition au sein de France Digital, c'est de dire, de la même manière que Ferry avait, au début du XXe siècle, insisté sur l'école obligatoire et pour faire en sorte que chaque citoyen sache lire et écrire et connaisse les bases de la langue française, nous, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un grand plan d'alphabétisation numérique pour qu'il n'y ait plus de laisser pour compte du numérique et pour que les futurs emplois et les emplois d'aujourd'hui, qui soient des emplois en lien avec le digital, touchent une catégorie la plus large de la population française. Cette alphabétisation numérique, elle passe par plusieurs aspects. D'abord, la formation initiale, c'est-à-dire que ce ne sont pas aux entreprises privées de prendre le relais de l'éducation nationale et de faire des initiatives dans les écoles, dans les collèges pour former au numérique, former au code, développer des vocations, surtout auprès des profils féminins. Quand elles le font, c'est qu'en fait, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'évidemment, on soutient ce genre d'initiative, mais le but, c'est que l'éducation nationale se saisisse du sujet. Plusieurs solutions. D'abord,
on a un CAPES numérique qui existe depuis 1 ou 2 années. Le CAPES numérique, c'est bien, mais c'est pas comme ça que tous nos profs de techno, que l'on salue évidemment, vont pouvoir former au code, former à l'intelligence artificielle, former à quelques basiques de l'informatique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est formons évidemment tous les professeurs qui entrent dans l'éducation nationale et insistons aussi sur la formation en ligne. Finalement, on est quand même assez content du fait que nos enfants ont continué à s'éduquer parce que certains profs ont utilisé Zoom, d'autres ont utilisé Google Meet, etc., pour continuer à former. Donc, formation initiale, priorité absolue. Formation continue ensuite, c'est-à-dire qu'on ne va pas négliger le fait que aujourd'hui, il y a des gens qui sont soit au chômage partiel, soit en phase de reconversion. Et là-dessus, le numérique peut apporter un certain nombre de solutions. Le gouvernement a annoncé jeudi le recours à l'activité partielle et le prolongement de l'activité partielle. Ok, donc faisons en sorte, capitalisons là-dessus pour former au numérique. Quelles sont aujourd'hui les compétences les plus pénuriques? Une étude qu'on a réalisée au sein de France Digital est de démontrer, enfin démontre en tout cas, que dans les métiers les plus pénuriques, ce sont évidemment des métiers de développeurs. Donc des développeurs, donc ça c'est des métiers assez techniques, mais il y a aussi un grand besoin de formation de personnes en commercial, en marketing, en communication qui parlent le langage du numérique. C'est-à-dire vendre un outil de cloud aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas si moi, même si je travaille chez France Digital, je saurais le faire. Donc l'objectif c'est justement de pouvoir donner les clés, les compétences qu'on appelle en mauvais français les soft skills, donc ces compétences qui ne sont pas forcément techniques, mais celles qui vont permettre de parler le langage du numérique et derrière de rentrer dans l'emploi. Au-delà de cet aspect formation, couverture réseau au débit évidemment et équipement, un autre point important, c'est de voir que quand on encourage, nous, au sein de France Digital, le développement de champions du numérique français, c'est évidemment pour contrer les GAFAM de manière positive, c'est-à-dire donner de la souveraineté technologique à la France, mais c'est aussi pour promouvoir des modèles sociaux plus justes. Nous, les entreprises qu'on défend, c'est des entreprises françaises qui sont bâties sur un socle social qui est le nôtre et qui a été bâti depuis des centaines d'années. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est valoriser les modèles sociaux qui soient plus éthiques et plus avec davantage de partage de valeurs. Et de ce point de vue-là, les startups, c'est assez intéressant de constater que plus de 55% d'entre elles intègrent l'actionnariat salarié à leur business model. L'actionnariat salarié, ça veut dire une chose, c'est que le jour où elles ont créé leur entreprise, les entrepreneurs ont décidé de dire, bon ben voilà, une partie du capital va être réservée aux salariés. C'est évidemment plus que dans le CAC 40, c'est même plus que dans les PME familiales qui sont pourtant un beau modèle de partage de la valeur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles le font? D'abord parce qu'on a des entrepreneurs qui ont mis l'impact, la RSE au cœur de leur entreprise, mais aussi parce que très trivialement, elles doivent rivaliser avec des GAFAM, avec des grosses entreprises technologiques internationales qui ont un facteur d'attractivité pour les jeunes diplômés, pour les nouveaux entrants dans le marché du travail, qui est tel que aujourd'hui, une entreprise française, une entreprise qui plus est en création, n'a pas la capacité à offrir un salaire mirobolant, n'a pas la capacité à offrir de gros salaires. Et donc, du coup, nous, ce qu'on dit, c'est appelons au partage de la valeur et appelons au partage de la valeur aussi auprès des non-salariés. Les non-salariés, c'est les travailleurs indépendants et dans le cadre d'un débat assez large sur le statut des travailleurs des plateformes, nous, ce qu'on dit au sein de France Digital, c'est faisons en sorte que ce partage de la valeur, il soit auprès aussi de ces travailleurs non salariés. Merci beaucoup à tous. Merci Marianne. Donc après avoir parlé d'emploi du numérique, on va parler de post-croissance et d'état-providence post-croissance avec Benoît Monange de la Fondation de l'écologie politique.
Oui, merci. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup au Festival des idées pour cette invitation. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qu'on arrive à dialoguer tous ensemble et c'est vraiment formidable de pouvoir avoir cette espèce de forum des think tanks pour un peu confronter les idées. Moi, je voulais vous parler un petit peu de comment on a essayé de réfléchir autour de la crise à la Fondation de l'écologie politique. Qu'est-ce qui nous a semblé intéressant de mettre en débat pour penser ce monde d'après dont on essaye de dégager des lignes de force ce matin. Et l'une des choses qui nous a semblé intéressante à creuser, c'est la division qui pouvait parfois exister entre les forces de gauche et les forces écologistes autour de la question de la croissance. Et une des choses qui nous paraissait, nous, vraiment importante à creuser pour créer des alternatives, c'est comment on pouvait sortir de ce modèle. Face à la tragédie sanitaire provoquée par le Covid-19, nous, on faisait le constat que c'était une pandémie un peu emblématique de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une notion qu'on a pas mal travaillé à la Fondation. On a fait un grand colloque dessus. C'est cette idée, pour le dire un peu rapidement, mais que l'humanité prend une telle place sur la Terre qu'elle entraîne des modifications de la biosphère tellement fortes qu'elle remet en cause la propre habitabilité de la Terre pour un certain nombre d'espèces végétales, animales, et y compris la nôtre. Et donc, face à cette pandémie qu'on a pu constater, qui est pour nous un résultat de l'Anthropocène, parce que c'est le résultat du fait de pousser les limites écologiques de la Terre. C'est le résultat d'anthropozoonose, d'une pandémie qui vient très certainement du fait qu'on a trop de déforestation, qu'on a trop d'emprise de l'homme de plus en plus sur la biosphère, et que donc on crée des réservoirs épidémiques qui se transfèrent à l'homme, et qui se transfèrent à l'homme dans le contexte d'une société tellement globalisée que l'épidémie se répand comme une traînée de poudre tout autour de la Terre extrêmement rapidement. Et donc, pour réussir à dépasser ces problèmes qui pèsent énormément sur les limites planétaires du vivant, il faut réussir à penser un nouveau système économique. Il faut dépasser les croyances dominantes actuellement économiques pour penser un système alternatif crédible. Pour nous, ce système, il doit passer, donc, je le disais, par une société de post-croissance, c'est-à-dire un système qui se concentre pas uniquement sur l'augmentation perpétuelle de la valeur et du PIB dans un système complètement détaché de ce qui est vraiment le bien-être des humains. Et ça oblige à réconcilier un peu les fondamentaux de la gauche et des écologistes. Alors, je vais d'abord essayer de voir un petit peu quel est le cœur du problème en fait. Si la nécessité de lutter contre le changement climatique et les dégradations environnementales est maintenant une évidence largement partagée, la réponse principale pour rendre compatible le système économique actuel avec de nouvelles contraintes écologiques, ça a été principalement pendant longtemps cette promesse d'une croissance verte. Ça a été largement critiqué et ces politiques tendent à être remplacées, notamment à gauche, par la promotion d'une nouvelle donne verte ou d'un Green New Deal, plus ambitieuse au niveau environnemental, c'est clair, et accordant une attention accrue aux questions sociales. Cependant, cette approche n'emporte pas entièrement l'adhésion des écologistes, car elle reste ancrée dans une logique fortement croissanciste. Or, pour les écologistes, et comme un grand nombre de travaux scientifiques sont en train de le mettre en avant, un découplage total entre la croissance et la pression sur les ressources planétaires est impossible. Donc il y a de plus en plus d'études qui montrent ça. Je peux notamment vous renvoyer aux travaux de Timothée Parikh, Jonathan Barth et François Briand, qui ont fait un rapport très important qui a été publié par le European Environmental Bureau, qui s'appelle Decoupling Debunked, et qui montre bien cette logique que jusqu'à présent, on a
pas réussi à mettre en évidence de possibilités de découpler la croissance économique de la pression sur les ressources planétaires. Il y a une autre étude anglo-saxonne très importante qui a été publiée par la revue de biologie qui s'appelle Conservation Letters, qui a été publiée en avril 2020, et qui s'appelle Biodiversity Policy Beyond Economic Growth, et qui montre, elle aussi, en faisant une large revue de la littérature, que on n'arrive pas à rendre compatible la croissance économique avec le maintien de la biodiversité. Voilà, bon, vous avez également toutes les études qui montrent une grande déplétion des matières premières et des ressources naturelles. Donc là, on a véritablement un point important dans la réflexion écologiste qui montre qu'on est dans une impasse si on continue dans des politiques de forte croissance économique. Cependant, pourquoi est-ce que ces politiques de post-croissance ou de frein à la croissance heurtent une partie de la gauche et empêchent un certain dialogue ou une certaine compatibilité avec les propositions qui viennent plutôt de la gauche? D'abord, une partie de la gauche assimile ces mesures de post-croissance à de l'austérité et craint des politiques sociales délétères en conséquence. Voilà, on pense que s'il y a contraction du PIB, forcément, il va y avoir des dégâts sociaux qui ne seront pas réparables. Il y a plusieurs travaux économiques de modélisation qui viennent d'être publiés récemment et qui montrent que on peut tout à fait avoir des logiques de contraction du PIB et une meilleure prise en compte des questions sociales. Je vous renvoie notamment à une étude de mars dernier qui a été publiée dans la revue Nature Sustainability, qui est une étude qui a été menée par le professeur Simone d'Alessandro, par une équipe italienne, mais qui s'est basée sur la société française. C'est-à-dire qu'ils ont fait un large travail de modélisation du système macroéconomique français et ils ont testé un certain nombre de scénarios économiques. Donc, un scénario de business as usual, c'est-à-dire on continue sur les politiques économiques actuelles. Un scénario de type Green New Deal, c'est-à-dire un scénario où on va renforcer les mesures environnementales et on va prendre un certain nombre de mesures sociales. Et un scénario de post-croissance, c'est-à-dire qui assimile à la fois une décroissance du PIB et un renforcement des politiques d'équité sociale et fiscale. Et donc, ils font mouliner leurs ordinateurs pour projeter ce scénario à 2050 et les résultats sont assez éloquents. Ils montrent déjà sur le modèle business as usual qu'on arrive sur des dégradations environnementales tout à fait terribles en même temps que des conséquences sociales tout à fait délétères. Le deuxième scénario de type Green New Deal, il montre une certaine décarbonation de la société, donc il y a on va dire une dynamique assez positive à ce niveau-là, au niveau des politiques climatiques, mais qui en fait se font finalement au prix de plus grandes inégalités sociales. C'est-à-dire que si vous regardez l'indice de Gini dans leur modèle, en fait, vous avez un accroissement des inégalités qui est assez importante. Et avec le modèle post-croissant, donc avec de plus fortes taxations, de plus fortes mise en commun d'un certain nombre de services publics, et on entraîne une décélération du PIB et même une décroissance au bout d'un certain nombre de temps, mais une forte diminution des inégalités, une forte diminution du chômage et une forte diminution des atteintes à l'environnement. Donc ça, c'est des résultats tout à fait encourageants et qui valident en quelque sorte cette approche de la post-croissance et qui montrent qu'on peut tout à fait concilier cette idée d'une décroissance du PIB et d'une meilleure prise en compte des questions sociales. Voilà. Autre pierre d'achoppement entre la gauche et les écologistes auquel on a essayé de réfléchir à la Fondation de l'écologie politique, c'est la question de l'État-providence. Parce que l'État-providence en France et plus largement dans le monde occidental s'est construit à une période de forte croissance économique et sur ce qui était à l'époque un cercle vertueux entre la croissance et la protection sociale. C'est-à-dire qu'on augmentait le PIB, ce qui permettait d'augmenter le financement du système de protection sociale, des hôpitaux, etc. Ouais, donc j'accélère un petit peu sur cette partie. Donc on a demandé à Éloi Laurent et Tulir Villamy de réfléchir un peu à cette question, enfin de réfléchir, c'est bien sûr des questions auxquelles ils ont déjà réfléchi depuis longtemps, mais on leur a proposé de faire une note sur ce sujet dans
le contexte post-Covid. Tulir Villami, c'est sans doute quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler, mais c'est une chercheuse qui bosse sur cette question d'un État-providence post-croissance en Finlande depuis longtemps, qui n'avait jamais été traduite en français. Donc on a fait cette note avec elle sur comment penser un État-providence sans croissance. C'est-à-dire comment mettre en place un cercle vertueux qui permette, tout en ayant une décélération de la croissance économique, d'augmenter le bien-être des citoyens. Parce qu'on arrive à baisser en fait tout un certain nombre d'externalités négatives qui sont dues à la croissance, qui ont trait à la pollution, qui ont trait aussi à tout ce qui peut causer des dégâts en termes de santé. Je ne vais pas avoir vraiment le temps de développer toutes les propositions qui sont dans la note, mais je vous invite du coup à aller la télécharger directement sur le site de la Fondation de l'écologie politique, et puis on pourra éventuellement évoquer 2 ou 3 points plus rapidement après. Et, voilà. Et puis du coup, je repasse la parole aux autres intervenants. Merci, Nina. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Calfa, et après on pourra avoir un temps d'échange avec la salle si vous voulez creuser un peu notamment la proposition de la note de Benoît. Donc Pierre Calfa pour la Fondation Copernic, qui est en visioconférence et qui va nous parler de la sortie du néolibéralisme. Vaste programme. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Quelques mots d'abord très rapidement pour présenter la Fondation Copernic, qui est une fondation qui regroupe des chercheurs, des militants politiques, syndicaux, associatifs de divers obédients, de diverses appartenances. Et donc, c'est une fondation qui n'est liée à aucun parti politique particulier, même si elle a un tropisme idéologique assez fort, puisqu'elle se réclame de la rupture avec le néolibéralisme. Et donc, je vais essayer de vous présenter ce qui est pour nous aujourd'hui les conditions en matière de politique économique pour entamer une transition écologique et sociale. Et j'essaierai de rebondir, si j'ai le temps, avec ce que vient de dire Benoît dans la précédente intervention. Alors, pour nous, il y a 4 conditions pour rompre avec le néolibéralisme et entamer une réelle transition écologique et sociale. La première condition, c'est de désarmer les marchés financiers. On est aujourd'hui dans une situation paradoxale qui est que le résultat de la crise financière de 2008 a été un renforcement du poids économique et politique des marchés financiers, en particulier des grandes banques et des conglomérats bancaires. Les règles prudentielles sont contournées, le shadow banking n'a pas été maîtrisé ni même démantelé, le risque systémique n'est pas pris en compte. Donc on vit sous une menace permanente d'une crise financière qui peut exploser à n'importe quel moment, malgré l'intervention des banques centrales qui pensent pouvoir la contenir en inondant les marchés financiers de liquidités, créant ainsi de nouvelles bulles financières avec une inflation du prix des actifs et donc de nouveaux risques de crise financière. Donc, quelles mesures nous préconisons pour essayer de sortir de cette situation? Première mesure, c'est l'éclatement des conglomérats bancaires, notamment la séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. Séparation qui avait été mise à l'ordre du jour après la crise de 2008 et que, notamment en France, le gouvernement Hollande a sabordé de façon absolument faramineuse. Deuxième mesure, il faut un contrôle des banques d'affaires très importante et notamment avec une interdiction des opérations financières spéculatives. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Troisième mesure, enfin, la création d'une banque publique d'investissement dédiée à la transition écologique et sociale et permettant une intervention publique massive dans ces domaines. Donc, première condition, reprendre le contrôle de la finance pour la mettre au service de l'intérêt commun. Deuxième condition, retrouver des marges de manœuvre financières. 2 rapports un peu anciens qui datent de 2010 donnent un peu la mesure du problème actuel et la situation n'a fait que s'aggraver depuis 2010. Le rapport Champsor-Cotis indique que
En l'absence, ça, il date donc de 2010, en l'absence de baisse de prélèvement, la dette publique serait environ de 20 points de PIB plus faible qu'aujourd'hui, ça, il parle en 2010 qu'en 2010. Et un rapport de Gilles Carrez, qui était rapporteur du budget, qui était donc quelqu'un de droite, hein, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, indiquait que si la fiscalité était restée au niveau où elle était en l'an 2000, la France aurait connu un excédent budgétaire en 2007, 2006, 2007 et 2008, et son déficit public n'aurait été que de 3% au lieu de 7,5% en 2009, qui était une année, comme vous le savez, de très forte récession suite à la crise financière. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les réformes, ou plutôt les contre-réformes de la fiscalité qui ont été faites depuis maintenant des décennies, ont constitué en fait à baisser les impôts pour les ménages les plus riches et pour les entreprises. Et cette situation s'est d'ailleurs aggravée depuis 2010. Donc, il faut aujourd'hui remettre de l'ordre dans la fiscalité, remettre de l'ordre en commençant par les niches fiscales et sociales. Un des rapports des conseils du prélèvement obligatoire ou de la Cour des comptes indique qu'il y a des marges de manœuvre financières considérables en s'attaquant à la fraude fiscale, à la fraude sociale, aux différentes niches sociales, aux différentes niches fiscales. Tous, certes, sont pas inutiles, mais il y a une remise en ordre à faire à ce niveau-là. D'autre part, il faut une réforme globale de la fiscalité, notamment en refondant un véritable impôt sur le revenu qui soit progressif, réellement, en augmentant le nombre de tranches et le taux marginal supérieur, qui est aujourd'hui beaucoup trop faible. Il faut refondre aussi l'impôt sur le patrimoine. Évidemment, remettre l'ISF, mais un ISF refonder l'impôt sur les sociétés pour faire payer réellement les impôts aux multinationales, avec deux objectifs, qui est à la fois de dégager des ressources nouvelles pour la puissance publique, mais aussi de mettre en œuvre une justice fiscale qui aujourd'hui a largement disparu. Donc, deuxième condition, une réforme fiscale ambitieuse pour retrouver des marges de manœuvre financières. Troisième condition, changer le mode de gestion des entreprises. Au tournant des années 80, 70-80, il y a eu un changement radical dans le mode de gestion des entreprises qui depuis cette période-là, ont pour seul objectif de créer de la valeur pour l'actionnaire. Je ne résiste pas à vous citer une déclaration du nouveau directeur général de Natixis, c'est ce que j'ai trouvé dans un article d'Alternative économique qui est mis sur le site d'Alternative économiste fait par Laurence Cialom, une économiste, qui dit la chose suivante. Il faut se rappeler que Natixis a été sauvé de la faillite par l'aide de l'État en 2009. Ma position est claire, mon mandat en tant que directeur général de Natixis consiste simplement à créer de la valeur pour tous mes actionnaires, pour chacun d'entre eux, c'est mon unique mandat. On voit que, et ce qu'il dit pour Natixis est valable évidemment pour l'ensemble des banques et pour l'ensemble des grandes entreprises en particulier. Donc, et ça a eu pour conséquence que les stratégies des actionnaires, les stratégies des entreprises sont tournées essentiellement pour la création de la valeur pour l'actionnaire. Donc, si on veut revenir sur cette logique, et logique mortifère, tant en matière d'emploi qu'en matière sociale en général et qu'en matière écologique, il faut prendre un certain nombre de mesures. Première mesure, il faut instaurer un revenu maximal. Pourquoi instaurer un revenu maximal au-delà de l'indécence de certains revenus des dirigeants d'entreprise? C'est simplement pour briser le lien entre l'intérêt des managers, de la haute direction des entreprises et celui des actionnaires. Aujourd'hui, la rémunération des managers est liée d'une certaine façon à la rémunération des actionnaires.
Deuxième mesure, il faut interdire des licenciements dans les entreprises qui font des profits, qui licencient simplement pour dégager un excédent brut d'exploitation supérieur à celui qu'ils dégagent habituellement. Troisième mesure, il faut interdire le rachat d'actions par les entreprises, qui est une mesure qui vise simplement en fait à augmenter la valeur de l'action de façon artificielle. Bon, et en fait, une grande partie des entreprises s'endettent aujourd'hui simplement pour faire en sorte qu'elles puissent racheter leurs propres actions, pour faire en sorte que ces actions augmentent et ainsi augmenter le patrimoine de leurs actionnaires. Enfin, il faut taxer les profits non réinvestis. Donc, troisième condition, le fait de changer radicalement le mode de gestion des entreprises aujourd'hui. Quatrième condition, enfin, ne pas se soumettre à la logique libre-échangiste. Il y a un débat à gauche sur les questions de protectionnisme. Bon, à la Fondation Copernic, nous n'avons pas tranché sur cette question-là. Nous sommes très divisés sur cette question, comme en général beaucoup d'organisations, de mouvements à gauche. Si on laisse de côté le débat sur le protectionnisme, on peut voir qu'il y a des mesures qui s'imposent et qui sont des mesures de bon sens, comme l'interdiction de l'importation des produits nocifs pour la santé ou qui sont des produits polluants. Bon, il devrait y avoir des possibilités de les interdire. Mettre en place une taxe sur la distance pour les marchandises, c'est une taxe qui inciterait à la relocalisation de certaines activités. Avantager les producteurs locaux dans les appels d'offres, etc. Donc tout ça, ce sont 4 conditions qui permettent de penser à un nouveau modèle économique. De ce point de vue-là, simplement un mot par rapport à ce qu'a dit Benoît, je pense que la focalisation sur le PIB est une mauvaise focalisation. Parce que, évidemment, qu'il faudra qu'il y ait des activités qui décroissent très très fortement ou qui même soient supprimées. Bon. Mais aussi, il faudra qu'il y ait des activités qui croissent. On a besoin de plus de services publics, de plus d'investissements dans toute une série de domaines. Bon. Et donc, on ne peut pas savoir, in fine, est-ce que le PIB va croître ou décroître. Bon. Et donc, la question n'est pas tant la décroissance ou la croissance du PIB que de promouvoir un modèle économique qui soit un modèle économique sobre en énergie et qui permette de rompre avec le productivisme, avec le consumérisme. C'est cette question qu'il faut se poser et pas la question du PIB est une question seconde par rapport à ça. Le PIB est un indicateur. Il permet simplement de mesurer l'activité économique qui est monétarisée. Bon. Donc, je veux dire, il n'y a pas de fétichisation à avoir sur la croissance ou pas du PIB. Je terminerai en disant que toutes les mesures que j'ai présentées, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, elles sont contradictoires avec le contenu des traités européens. Et on a une expérience récente, qui est l'expérience de la Grèce, qui montre que les institutions européennes et le gouvernement européen ne sont pas prêts à laisser faire un pays qui veut rompre avec le néolibéralisme. C'est ce qui est arrivé au gouvernement Syriza en 2015. Alors peut-être que la situation a aujourd'hui changé, on voit qu'il y a des bougées qui existent aujourd'hui au niveau européen, bon. Mais en tout cas, il faut probablement réfléchir au fait qu'il va falloir engager un bras de fer avec l'Union européenne, un affrontement avec l'Union européenne, si on veut réellement rompre avec le néolibéralisme et entamer une réelle transition écologique et sociale. Merci beaucoup, Pierre. Alors, avant de passer à nos 3 derniers intervenants, je vous propose, si vous avez des questions, que ce soit aux personnes qui sont en visio ou à Benoît qui est intervenu ici, Marius va vous donner le micro. Oui, bonjour. J'ai une question pour les 2 premiers intervenants. Le premier concernant la nationalisation des laboratoires pharmaceutiques. Je ne suis pas un spécialiste du droit européen, mais il me semble que ça irait à l'encontre des traités européens. Donc la bonne question serait comment on fait pour les modifier. Sur les propositions de France Numérique,
Je rappellerai quand même que le numérique n'est pas résilient, c'est-à-dire que d'une part, on dépend des Chinois pour tout ce qui est fourniture de composants et des États-Unis pour tout ce qui est fourniture d'infrastructures et de data centers en particulier. Le cloud, c'est les GAFA. Et d'ailleurs, Microsoft, Zoom, c'est Microsoft. Donc, voilà. Comment on fait pour investir dans le numérique tout en étant résilient? Voilà. On prend une autre question ici. Comme on a pris un petit peu de retard, on va essayer de... Oui, je vais essayer d'être court. Super. Henri Reyes, de l'association Énergie franco-allemande. Alors, pour revenir à ce que monsieur avait dit, et aussi le monsieur Kalfa de la Fondation Copernic, comme vous l'entendez peut-être, moi je suis allemand, et la France et Paris a beaucoup de chance que je crois que vous avez une trentaine de think tanks, peut-être même encore plus. À Berlin, il y a 2. Il y a encore des fondations avec des partis politiques, mais indépendants, il y a 2. Alors, l'Allemagne navigue un peu dans l'aveugle. Alors, je constate que, par exemple, aussi dans cette brochure-là, il y a une conclusion, mais pour donner ça à quelqu'un à Berlin ou à Bruxelles, justement pour faire un lien entre nos États, parce que, comme vous avez dit, les États-Unis, avec leur président sociopathe dangereux, qui va peut-être réélu, avec les Chinois plus en plus agressifs, avec Brexit, cette île peut-être ultra-libérale, un peu comme Singapour dans la mer Nord, si les Européens ne travaillent pas ensemble. Mais si à Berlin ou à Bruxelles, ils ne comprennent pas ce que vous pensez, ça sert strictement à rien. Alors, comme nous sommes ici dans, c'est un peu un oxymoron, dans les utopies concrètes, je propose que vous faites peut-être vos think tanks, vos publications, ou même peut-être de ce festival, une petite conclusion que vous avez déjà en dernière page ici, et peut-être un lien, et ça, je peux donner, et des autres aussi, à quelqu'un à Berlin, et peut-être il y a une mise en réseau, parce que tout seul, franco-français ou allemand-allemand, ça ne va pas marcher et on va être aplatir par toutes les autres forces. Je rappelle qu'on travaille aussi avec la Fondation Heinrich Böll, avec le Festival des idées. Bonjour, moi j'avais une question sur Benoît, je crois, c'est la Fondation Écolo-Politique. Sur le PIB, je partage un peu le point de vue de Pierre sur le fait que le PIB en fait est un indicateur. Donc par exemple, si j'augmente le salaire des profs, si je crée des milliers de fonctionnaires paysans, par exemple, je vais créer de la croissance. Et en fait, j'ai l'impression, et j'ai pas lu votre note, je vais le faire avec intérêt, que la question qu'il y a derrière, c'est plutôt le fait qu'il va falloir baisser la productivité générale. Par exemple, qu'il va falloir que on se transporte plus lentement, que peut-être on fasse un peu plus notre jardin, qu'on fasse un peu moins de. Donc il y a d'un côté évidemment des grands secteurs de l'industrie ou des transports qui vont diminuer, donc il va y avoir une décroissance. Mais que la question derrière, c'est plutôt celle de la productivité de notre temps. Et ça, en fait, c'est assez indéterminé l'effet que ce sera sur la hausse ou la baisse du PIB. Et donc peut-être qu'une solution pour résoudre la contradiction entre certaines organisations écologiques de gauche ou écologiques peut passer par là. C'est une suggestion, enfin une question et une suggestion. Merci. Je pense qu'on prend juste une dernière question. Après, on va répondre comme on avait pris un peu de retard. Oui, bonjour, Louise Cormier. En fait, ma question rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Il me semble que parfois, quand on parle de décroissance, je n'ai pas encore bien compris comment est-ce que ce n'est pas les plus pauvres et les plus vulnérables qui n'allaient pas être directement touchés par une décroissance rapide. Voilà. Merci. Alors, je vais redonner le micro à Adrien pour répondre à la première question. Benoît, rapidement, et après, il faudra qu'on passe aux 3 dernières interventions. Oui. Excusez-moi. Oui, pour répondre à la question sur la compatibilité entre la nationalisation d'un actif industriel et l'Union européenne, dans l'article, je crois que c'est 342 ou 345 du TFUE,
l'Union européenne est neutre en fait par rapport aux formes de propriété. Ce qui est important, c'est que l'entreprise respecte les règles de la concurrence. Donc, il n'y a pas d'impossibilité juridique pour nationaliser un laboratoire. En revanche, la difficulté, c'est après sur la procédure de mise sur le marché. Aujourd'hui, on a des règles qui sont assez spécifiques, qui sont très réglementées, très codées, notamment dans le cadre de l'Union européenne, et il y a des systèmes de garantie de prix qui défavorisent les États et qui pourraient remettre en cause une stratégie d'un État qui voudrait tarifer moins qu'un autre État sur un produit. En fait, il y a des systèmes de garantie minimale d'après des médicaments dans les pays européens. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a identifiée et effectivement, c'est l'un des objets de négociation qu'un gouvernement qui déciderait de mettre en place cette mesure devrait avoir au niveau européen. Et pour rebondir sur l'interpellation de notre camarade allemand, on est très ouvert au partenariat franco-allemand, d'autant que le paradoxe de la situation, je fais une petite digression, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'Europe, etc. Et or, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens en France qui parlent allemand, et c'est pareil de l'autre côté du Rhin. Et c'est une situation, au moment du Brexit, un peu inédite, parce qu'on parle tous anglais et on parle de moins en moins les langues continentales dans les pays réciproquement. Et je pense qu'il y a sans révoquer des histoires passées, mais il y a une forme d'internationalisme aussi à réactiver, et je serais très heureux de contribuer avec des camarades allemands. Merci. Benoît, tu peux répondre aux différentes interpellations. Je ne sais pas si ça marche. Oui. En plus, on m'a dit d'être court, mais très rapidement. Mais alors, je suis d'accord avec Pierre et les interventions qui ont été faites. Il n'y a pas dans notre pensée de fétichisation du PIB. Et c'est évident qu'il y a des choses qui doivent décroître et d'autres qui doivent croître. Néanmoins, si on ne réforme pas la manière dont le PIB est calculé, c'est ce que j'essayais de vous dire dans la présentation. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune preuve tangible d'un découplage entre le PIB et la pression sur les ressources naturelles. Donc, si votre PIB augmente, vous allez avoir une augmentation de la déplétion des ressources naturelles, une accélération du changement climatique, et donc, au bout d'un moment, vous allez avoir un effet négatif. Les économistes fous qui nous disent qu'il faut 3% de croissance pour pouvoir avoir un plein emploi et avoir des systèmes sociaux possibles, 3% de croissance, c'est un doublement du PIB sur 20 ans. Je pense que par rapport aux limites planétaires, c'est juste tout simplement pas soutenable biologiquement. Et au bout d'un moment, vous avez des boucles de rétroaction négatives qui vont se mettre en place, et à cause du changement climatique, à cause de la baisse de la biodiversité, etc. En fait, plus vous allez essayer de pousser la croissance, plus vous allez avoir des effets négatifs sur le bien-être, sur les humains qui vont être dans un monde qui ne sera plus habitable. Donc, s'il n'y a pas de fétichisation du PIB et la caricature qu'on fait habituellement de dire que la décroissance et de l'austérité, en fait, la pensée décroissante n'a rien à voir avec l'austérité, parce que ce n'est pas penser notre monde avec une contraction, c'est penser un système alternatif qui permette plus de bien-être avec moins de pression sur le système naturel. Et quand on pense en termes de PIB, on n'y arrive pas avec une croissance continue du PIB dans le système actuel. Mais c'est pour ça que je préfère parler de post-croissance que de décroissance. C'est parce que l'idée d'une post-croissance, c'est justement se détacher de cette idée de PIB et avoir des indicateurs alternatifs qui sont basés sur la santé des hommes, la santé de la biodiversité, le bien-être, le fonctionnement de la société, etc. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer cette discussion dans le prieuré tout à l'heure. Nina, est-ce que je peux juste répondre à la question qui m'était adressée en 1 minute ou en 2 secondes pour dire que évidemment sur la résilience du numérique, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. on ne voit pas. Attends. Ah pardon.
Bon, je parle, comme ça on gagnera du temps et l'image arrivera peut-être. Évidemment, la solution, on a bien conscience de notre dépendance des États-Unis ou de la Chine sur un certain nombre de matériaux, sur un certain nombre de compétences. C'est aussi pour ça qu'on appelle les pouvoirs publics à investir davantage sur l'intelligence artificielle, sur le quantique. Il y a encore des technologies qui ne sont pas ni chinoises ni américaines, donc sur lesquelles on peut accélérer. Et ensuite, oui, évidemment, la réponse, elle est européenne. Donc on a des acteurs du cloud. Le quatrième opérateur de cloud est français. Il s'appelle OVH. Malheureusement, il ne représente que 1% du marché du cloud. Mais faisons en sorte d'utiliser des outils français. Je regrette qu'on n'utilise pas Livestorm aujourd'hui, mais Zoom, parce qu'on a quand même des entreprises françaises qui opèrent et qui ont des solutions. Donc, merci beaucoup. Merci Marianne. Du coup, on enchaîne un peu vite avec Léa Lugassi de l'Institut Rousseau, qui est aussi en visio et qui va nous parler de souveraineté alimentaire et d'agriculture et des solutions sur ces sujets. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran avec vous parce que j'avais préparé juste un petit visuel qui nous permettra d'avoir un petit support. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de transition, plutôt de transformation écologique de l'agriculture et de reconquête de souveraineté alimentaire, qui est, pour la souveraineté alimentaire, un élément du débat qui a ressurgi un petit peu à la faveur de la crise du Covid. Alors, je vais juste commencer par citer Emmanuel Macron, j'aime bien. Donc, le 12 mars 2020, Emmanuel Macron disait que déléguer notre alimentation, entre autres choses, à d'autres était une folie. Et le même discours appelait à des... Léa, il faut que je t'interrompe une seconde, pardon. On ne voit pas très bien ta présentation, donc on va juste la basculer sur le grand écran. Désolée. C'est pas un problème, de toute façon, je vais décrire ce qu'il y a dessus. Mais voilà, donc déléguer notre alimentation à d'autres était une folie et il appelait dans le même discours à des ruptures franches en la matière. Donc, on attendait un petit peu, et notamment dans le cadre du plan de relance qui a été annoncé hier, des éléments forts allant dans ce sens. Alors, donc ce plan de relance, en quelques mots, qu'est-ce qu'il nous a annoncé pour l'agriculture? Donc, 1 milliard sur 100 milliards du plan. Donc, 1% à mettre peut-être en regard aux 6% de la part d'agriculture, de la production agricole dans le PIB. Alors, bon, même avec les limites du PIB, mais bon, on voit quand même qu'on est assez en deçà de ce à quoi contribue l'agriculture en termes d'économie. Et si on regarde un petit peu dans ces 1 milliard, alors on a une toute petite moitié qui va à la transformation écologique de la production agricole, et ça j'y reviendrai. Et dans ces 450 millions, une partie des aides qui n'est actuellement pas chiffrée, mais une partie qui sont vraiment des transformations à la marge. Par exemple, l'acquisition de nouveaux pulvérisateurs de précision pour diminuer un petit peu les quantités de produits phytosanitaires utilisés. On a 100 millions pour la continuation du plan protéines qui vise à refaire fabriquer en France, mais aussi en Europe, des protéines végétales, notamment pour la consommation animale, puisqu'aujourd'hui, on dépend massivement des importations, notamment de soja, du continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et on a un quart qui est pour la modernisation des abattoirs. Alors, je vais revenir sur trois points de ce plan de relance pour l'agriculture qui illustrent vraiment à quel point on n'a pas encore compris à quoi devrait ressembler un plan de transformation de l'agriculture. Et c'est ce dont on parlait dans une note qui a été publiée en février, donc avant la grosse crise du Covid, et dont je vous donnerai le lien après. Les 3 points, c'est tout d'abord que le plan concerne une transformation vraiment à la marge et ne remet pas du tout en cause le système de production agricole et alimentaire. Donc, c'est vraiment une transition de petits pas déconnectés les uns des autres et pas une transition du système dans son ensemble. Le deuxième point, c'est que c'est souvent des demandes qui sont faites à la production agricole, aux producteurs, aux agriculteurs, et qui ne prennent pas en compte ni l'amont ni l'aval du système agroalimentaire. Et le troisième, ce sera concernant la réduction des importations, notamment de soja, mais aussi on peut parler de fruits et légumes dont on dépend beaucoup et qui sont un peu des vœux pieux tant qu'ils ne remettent pas vraiment en cause les politiques de libre-échange et n'osent pas encore prononcer le mot de protectionnisme.
Voilà, et Pierre a commencé à l'aborder tout à l'heure. Alors, sur le premier point, voilà, c'est le premier constat que l'on a fait, nous, à l'Institut Rousseau, dans la note qu'on a publiée. La transformation agricole, elle sera systémique ou elle ne sera pas. Et là, ce que vous pouvez voir, ce joli camembert, en fait, il vous montre juste ce qu'il y a dans les plans dont on a un peu parlé, notamment pour parler de leur échec. Plan Ecophyto 1, Ecophyto 2, Ecophyto 2+, maintenant. Donc, les plans se succèdent, les chiffres des plans augmentent, mais en fait, la consommation des produits phytosanitaires, elle augmente en parallèle de ces plans. Et vous pouvez voir, en fait, qu'est-ce que le gouvernement entend pousser comme action. Donc, il y a 60 actions qui permettent aujourd'hui d'obtenir des certificats d'économie des produits phytosanitaires. Donc, se passer des produits phytosanitaires, c'est un des éléments importants de la transformation écologique de l'agriculture. Et on peut voir que pour presque la moitié, c'est du biocontrôle, c'est-à-dire substituer un élément chimique par un autre élément qui sera très certainement moins nocif pour la santé, mais qui est juste une alternative technique et qui ne remet pas du tout en cause le système de production très simplifié, avec très peu de cultures, des rotations très courtes, etc. Un petit quart, c'est l'optimisation des pulvérisations. Donc là encore, on ne remet pas en cause leur pertinence. On ne va pas essayer de travailler sur des espèces beaucoup moins sensibles, mais on va juste essayer que quand on met des produits phyto, on le fasse de manière plus optimisée, plus raisonnée. Et en fait, ce qui devrait être vraiment le cœur, et c'est le petit bout de camembert vert, qui est la technique agronomique, puisqu'on sait aujourd'hui avoir des systèmes de production qui n'ont pas besoin de produits phytosanitaires. Mais ces techniques agronomiques-là ne sont absolument pas poussées, bien souvent parce qu'elles sont économiquement pas forcément intéressantes pour les grands groupes qui, par contre, peuvent avoir un fort intérêt à voir se développer les produits de biocontrôle, par exemple. Donc, la première proposition qu'on a fait à l'Institut, c'est de revoir en profondeur la liste des actions, sans remettre en continuant le plan, continuant à employer un plan Ecophyto 3, pourquoi pas, mais revoyons en profondeur la liste des actions qui permet d'obtenir des certificats et faire en sorte qu'elles reposent majoritairement sur un contrôle agronomique et non pas sur des artifices techniques qui n'auront pas d'effet d'ampleur. Alors, le deuxième point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est le constat numéro 2, c'est que faire peser le changement des pratiques sur les seuls agriculteurs, c'est non seulement injuste, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de changer leurs pratiques. Il y en a beaucoup qui sont contractualisés avec l'aval. Ce n'est pas eux qui décident ni ce qu'ils sèment, ni quand ils traitent, voilà. Donc, ils n'ont pas toute la marge de manœuvre aussi pour faire les changements. Et c'est voué à l'échec pour la même raison, puisque s'ils ne peuvent pas décider tout seuls dans leur coin de changer leurs pratiques, ça ne sert à rien de faire reposer toute la transition sur leurs seules épaules. Alors, juste pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément toute la chaîne à l'esprit, alors la chaîne incomplète, puisque je n'ai pas mis toutes les entreprises qui travaillent en amont de la production, c'est-à-dire à quelles variétés on va semer, est-ce qu'elles sont résistantes ou pas, est-ce qu'elles sont même quelles espèces dont on va pouvoir se procurer des semences, par exemple. Mais partons de la production. Donc, une fois que le blé, par exemple, le grain est produit, il va être collecté, il va être stocké, il va être transformé avec différents degrés de transformation. Et un plan qui ne prend en compte que la partie production sans se préoccuper de savoir si l'agriculteur pourra valoriser à un juste prix sa production qui lui aura coûté plus cher à faire, si son collecteur va accepter de lui collecter une nouvelle espèce qu'il aurait introduite dans sa rotation, peut-être pour utiliser moins de produits phyto. S'il peut ni se la faire collecter, ni se la faire acheter, et que derrière, la filière n'a aucun intérêt à la transformer, et donc lui dit non, garde-le au champ, moi ton truc, j'en veux pas, personne ne va semer quelque chose qu'il n'est pas sûr de vendre. Donc, intégrer toutes les filières agroalimentaires dans le plan de transition, c'est absolument fondamental. Et donc, nous avons proposé deux choses, qui est que dans le cadre d'un plan de diversification, qui est un des éléments clés agronomiques pour utiliser moins de produits phytosanitaires, on fixe non seulement des objectifs de pratique aux agriculteurs, ce qui est légitime, mais également des objectifs chiffrés de développement de leurs activités concernant la valorisation de nouvelles cultures, de nouvelles variétés et de nouvelles pratiques aux organismes de collecte, de stockage et de transformation. Donc, qu'ils soient vraiment inclus dans les plans de transformation agricole. Et par ailleurs, que ces objectifs, qui seraient chiffrés et contraignants, soient accompagnés de l'instauration d'outils, d'aides
Ça peut être du crédit d'impôt, par exemple, sur les investissements qui sont faits pour ces cultures de diversification, pour valoriser les nouvelles pratiques des agriculteurs. Et enfin, je terminerai avec un troisième point qui est là économique et qui est un petit peu le nerf de la guerre, qui est que relocaliser une partie de nos productions agricoles qui sont aujourd'hui faites dans d'autres pays européens ou dans d'autres continents est impossible, purement et simplement, dans le contexte de dumping social et environnemental qui existe. Et je mets bien parce que certains ont commencé à réfléchir à la question du protectionnisme, mais pudiquement, en général, considèrent le protectionnisme comme devant exister aux frontières de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans des filières comme les fruits et légumes, mettre des outils de protection à l'extérieur des frontières, des frontières européennes ne sert à rien. La concurrence, elle est au sein de l'UE, le dumping, il est au sein de l'UE, avec nos principaux voisins, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, un petit peu les Pays-Bas. Et donc, vous avez ici l'image du lot, là, c'est une action de producteurs de pêche, voilà, contre le dumping, qui se rendent bien compte que eux, même sans faire de marge, ils sont, voilà, à peu près 2 fois plus chers que la production qui peut venir d'Espagne. Donc, sans même parler de relocalisation, puisque là, on est encore dans une courbe descendante, les producteurs mettent la clé sous la porte tous les ans, le nombre de fermes en arboriculture diminue tous les ans et à une allure vertigineuse. Donc, même sans parler de créer de nouvelles productions et de réinstaller des gens en fruits et légumes, déjà pour ne pas perdre ceux qui sont encore aujourd'hui dans leurs fermes et qui peut-être n'existeront plus l'année prochaine, il y a des mesures de protectionnisme à prendre et à prendre très vite. Ça vaut principalement pour les fruits et légumes, mais ça vaut aussi pour des cultures, des alternatives au soja. Et le soja figurait dans le plan de relance, donc j'en dis un mot. Aujourd'hui, on a plein d'alternatives pour la nourriture des animaux au soja OGM en particulier, mais elles sont peu rentables. Donc, quand on arrive par miracle à faire émerger une filière, on la développe à l'export. Aujourd'hui, une grande partie de la luzerne déshydratée qu'on produit, elle va au Moyen-Orient ou en Asie, et on n'arrive pas à la valoriser en France parce qu'elle n'est pas compétitive vis-à-vis des importations de soja. Donc, nous reprenons ici une proposition qui a été faite par mon co-auteur de la note sur la transformation écologique de l'agriculteur, qui est Emmanuel Haz, qui est producteur de fruits dans le Lot-et-Garonne, porte-parole de la Confédération paysanne du Lot-et-Garonne. Et donc, c'est une proposition qui a été portée et qui est portée par la Confédération paysanne d'instaurer des prix minimums d'accès au marché français pour les produits agricoles bruts ou de première transformation, qui est certes un outil de protectionnisme, mais on va dire un outil de protectionnisme ciblé, qui logistiquement n'est pas très compliqué à faire. Il propose juste d'acheter plus cher les productions qui viennent de l'étranger et que ce plus cher, en fait, qui est un plancher qui soit le coût de production de ces produits-là en France. Voilà, donc solution sur laquelle on pourra discuter si vous voulez. Je termine juste en vous indiquant donc les liens pour télécharger les 2 notes dont j'ai parlé et mon contact si jamais certains d'entre vous sont intéressés par me contacter. Voilà. On les postera tous les liens sur les réseaux sociaux du festival. Merci beaucoup Léa. Ouais. Adrien doit partir, doit rentrer, donc voilà, il s'excuse et il vous remercie. On a encore 2 petites interventions. Une sur un tout autre sujet de Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès qui va parler du divertissement. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Nina d'avoir invité la Fondation Jean Jaurès pour la première fois à la Charité-sur-l'Art. On est très heureux d'être ici et notamment justement ce dimanche matin, lendemain peut-être d'une soirée festive que vous avez passée justement avec vos amis et qui vous a permis justement de vous divertir. Et justement, mon propos va être tourné sur le divertissement et vous allez voir qu'il s'agit d'un sujet sérieux, très sérieux. Et peut-être que contrairement à mes prédécesseurs, l'idée, ce ne sera pas de vous donner 1 ou 2 propositions types, mais peut-être grâce en fait aux données qu'on a collectées à la Fondation Jean Jaurès tout au long du confinement et post-confinement, de vous dessiner une espèce de projection sur la façon dont les Françaises et les Français vont vouloir demain se divertir, sachant que, je le répète, je pense que c'est un sujet très important. En fait, le point de départ de la réflexion et pourquoi on a travaillé sur ce sujet-là, c'est que en réfléchissant sur ce qui avait été le plus transformé dans nos vies pendant la période
Ça a coupé. Ouais, j'ai plus l'écran non plus, ni l'image. Ouais. Donc on est entre nous, là. Je vais leur mettre un message sur le Ouais, chat. Il est possible que ça se soit coupé à 11 h parce que ça devait se terminer à 11 h. Donc je ne sais pas si le créneau horaire n'a pas été dépassé. Ouais, je vois quand même que c'est live là sur Facebook. Donc ça doit bien continuer quelque part. Et là sur Zoom, moi je ne peux plus envoyer de messages, ça me dit qu'ils sont plus moi non plus. Ça ne marche pas. Bon, ben, on va basculer, on va changer de canal. Bon, mais sur le protectionnisme, il y a un aspect que tu oublies totalement, c'est quand même il y aura des mesures de rétorsion. Tu ne peux pas simplement prendre des mesures protectionnistes en pensant que les autres vont te laisser faire tranquillement. Donc on rentre dans une logique mortifère. Bah là, en fait, l'avantage du prix minimum d'entrée, c'est qu'au contraire, enfin, dans un premier temps, disons, on va leur acheter leur production plus chère. Donc, on va injecter de la valeur dans leur système de production. Je prends l'exemple des pêches. On va acheter les pêches espagnoles au prix des pêches françaises. Ce qui, pour une filière, alors c'est un de nos détracteurs nous ont opposé cet argument, on va donner de l'argent aux exportateurs espagnols sans vergogne. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va être une mesure qui va prendre du temps. On va toujours être dépendant de nos importations pendant probablement 10 ans, voire 15 ans, le temps de refaire naître des filières en France. Mais ça fera une bouffée d'air pour refaire naître des filières. Mais je dirais qu'on attend tout à fait le retour de bâton, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus vendre notre lait en Espagne au prix où on le vend aujourd'hui, qui sera bénéfique pour les producteurs de lait espagnol, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de filières qui sont perdantes dans chacun des pays, et c'est simplement un rééquilibrage entre les différentes filières, quoi. Il n'y aura pas des grands pays gagnants et des grands pays perdants, je pense. Ouais, bon. Non, mais il faut organiser un débat sur le protectionnisme. Avec plaisir. Demain, les uns et les autres vont vouloir se divertir, alors pendant évidemment la crise, mais une fois la crise passée. Alors, je vais aller assez vite parce qu'en fait, c'est des éléments que vous connaissez, que vous avez lus, que vous avez vécu, évidemment, et j'espère que les uns et les autres vont pouvoir se retrouver là-dedans. Le premier élément dans la façon dont on se divertit, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de Français qui ont passé leur temps à rattraper le temps qu'ils n'avaient pas eu depuis un petit moment. Quand je dis rattraper le temps, c'est rattraper notre retard. Et évidemment, rattraper notre retard sur tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on n'avait pas fait au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Alors là, évidemment, il y a les écrans et la consommation de séries. Quand on regarde les datas et les chiffres de consommation de séries et un élément de sondage, vous aviez plus de 50% des Français qui disaient avoir consommé beaucoup plus de séries télévisées et de films qu'avant le confinement. Ça, c'était une enquête de l'IFOP pour Adopi qui avait été publiée en avril. Et ce qui est très intéressant et tout au long du confinement pour mesurer la façon dont les Français ont vécu le confinement, c'était de regarder souvent les recherches Google. Parce que les recherches Google, au même titre, et on dira tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, qu'un site comme Le Bon Coin, qui dit beaucoup de choses dans les aspirations des Français et dans la projection de leur vie, Google dit souvent beaucoup de choses sur la façon dont on pense et dont on se projette dans la vie. Et si on regarde les recherches qu'ont fait les Françaises et les Français sur Google à partir du 23 mars, on s'aperçoit par exemple que le terme comme film gratuit a bénéficié d'une énorme hausse de requêtes par rapport à d'habitude. Et un autre exemple, juste au passage, la recherche sur le mot Canal+ a eu un pic d'intérêt sur Google par rapport à une période habituelle. Alors, on a rattrapé notre retard aussi sur les livres. 42% ont déclaré lire plus de livres qu'avant le confinement. Et on va reparler des livres et des librairies après. Je pense que c'est un élément intéressant post-confinement. Vous le savez aussi, peut-être que vous l'avez vécu, vous avez aussi rattrapé votre retard et le temps que vous aviez perdu au cours des dernières années en bricolant. Alors là, ce n'est pas un fantasme. Quand on regarde des instituts qui s'intéressent à un certain nombre de points de vente en France, notamment l'IRI, qui est l'Institut de recherche et d'innovation, qui s'appuie sur un panel de 12 000 points de vente sur le territoire, on regarde
qu'entre la période entre le 16 et le 22 mars, on a eu une augmentation de plus de 400% d'achats de produits de peinture, de bricolage, etc., par rapport à la même période l'année dernière. Donc, ce n'était pas un fantasme, c'était un réel mouvement, un réel phénomène qu'on a vu à travers des éléments de consommation. Évidemment, c'est important aussi, et c'est toujours intéressant de regarder les recherches Google. Dans les recherches Google, il y a un mot qui a explosé par rapport à une période habituelle et par rapport à la même période l'année dernière, c'était le mot drive. Alors, vous savez ce qu'est le drive, c'est le fait de commander en ligne et de récupérer cela dans un espace de retrait. Mais ce qui est intéressant, évidemment, ce n'était pas drive en soi, c'était de regarder ce qu'on accolait au terme de drive sur Google. Et alors là, les mots qui ont le plus marché sur Google quand vous utilisiez le mot drive, c'était Brico-Dépôt Drive, Brico-Marché Drive, Bricoman Drive, Leroy Merlin Drive. Donc, le bricolage et le rattrapage du retard au bricolage, c'était une réalité. Alors, l'un des éléments qui est important en termes de divertissement, c'est qu'aussi, on a beaucoup fait semblant. Alors, quand je dis qu'on a beaucoup fait semblant, c'est qu'on a fait comme si. Et je crois que c'est justement aussi un élément important pour savoir comment les Français vont vouloir se divertir demain. On a fait semblant de faire du sport et on a fait semblant de jouer à un certain nombre de choses. Vous aviez des responsables de la FNAC et de Darty qui nous ont dit très vite, au début du confinement, on a eu une explosion de demandes de rameurs et de vélos d'appartement qui étaient très demandés. Ça, vous l'avez peut-être vu, vous, dans vos vies ou dans vos entourages. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'évidemment, on retrouvait aussi ces mots-là en pic de recherche sur Google. C'était les mots vélo d'appartement et alter. Et alors, ce qui est toujours savoureux après des séquences comme ça, c'est de regarder ce qui se passe sur Le Bon Coin. Parce que Le Bon Coin, ça dit souvent, évidemment, ce qu'ont beaucoup consommé les Français et dont ils veulent se débarrasser in fine. Au lendemain même de la levée du confinement, vous aperceviez qu'il y avait tout un tas de nouvelles annonces sur des rameurs en première page du Bon Coin que les gens se sont mis à vendre parce qu'ils se sont bien aperçus que c'était un peu vain d'avoir ça encore dans leur appartement ou dans leur maison une fois le confinement passé. On a rattrapé le temps, on a fait semblant. Le troisième élément, c'est qu'on a fait un voyage dans le temps. Alors, je ferai assez vite et c'est une hypothèse pour le coup sur laquelle on pourra discuter, mais une des hypothèses, c'est que les Français ne comprenant pas trop le présent, étant un peu évidemment inquiets sur l'avenir, se sont réfugiés dans le passé, beaucoup, et dans des loisirs passés, anciens, et dans un temps où finalement tout allait bien et où vous avez des repères où tout allait bien. Je crois que c'est un élément important parce que le vieux, le vintage et l'ancien, que ce soit pour les marques ou que ce soit pour les responsables politiques, je crois que c'est un élément à avoir en tête parce qu'il y a une vraie appétence des Français pour l'ancien et pour le vieux. Alors, vous le savez, on a regardé des vieux films, des vieux événements sportifs. La chaîne L'Équipe TV, le pic qu'ils ont fait depuis le début de l'année, c'est une rediffusion du match France-Allemagne, demi-finale de la Coupe du Monde à Séville en 82. Les Français ont beaucoup apprécié regarder un match authentique avec des commentaires à l'ancienne, etc. sur la chaîne L'Équipe TV. Ils sont réfugiés dans l'ancien et dans des loisirs anciens et traditionnels. La cuisine, j'y reviens pas, vous avez tous vu passer les datas sur la hausse d'achat de levure, de sucre aromatisé, etc., de la part des Français. Ça, on l'a vu. On a eu des vieux films, on a eu des vieux matchs, on a eu des loisirs anciens. Et évidemment, un élément qui est intéressant, que je trouve en tout cas intéressant, c'est l'achat de jeux anciens, qui dit, je crois, et qui est un phénomène, je pense, qui est intéressant sur la demande d'authentique dont on va parler après. Parce que les Français ont beaucoup plus joué que leurs homologues. À titre d'exemple, vous avez 37% des Français qui ont déclaré jouer plus avec des jeux et des jouets depuis le début du confinement. C'était 27% des Allemands et 31% des Anglais. Donc les Français ont plus joué que leurs homologues européens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué avec du vieux. Et je fais exprès de remettre sur le tapis la notion de vieux, d'ancien et de vintage. Quand on regarde, et ça c'était assez inédit dans les éléments de consommation au cours des 10-15 dernières années, c'est que la liste des 10 jouets les plus vendus depuis le début du confinement, c'était des jeux de société et des puzzles. Et quand vous comparez à la même semaine en 2019, quand vous comparez 2 semaines en 2019 et les 2 premières semaines de confinement vis-à-vis des 2 semaines équivalentes en 2019, on s'aperçoit qu'on a une hausse de vente de 83% des jeux de société. Et donc, dans le top 5 des ventes, c'était des jeux à l'ancienne que vous connaissez tous. C'était le Monopoly, la Bonne Paye, le Scrabble, le Uno et des puzzles. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de regarder à quel point les marques de jeux anciens que vous connaissez toutes et tous, typiquement Lego, la marque Lego, a explosé pendant le confinement. C'est une marque qui va très bien et qui a bénéficié du confinement, notamment grâce à la vente en ligne. Elle a été dopée par la crise du Covid. Ils viennent de présenter leurs chiffres et ils ont indiqué qu'ils étaient sur une augmentation des ventes de 14% lors du premier semestre par rapport au premier semestre 2019 parce que les ventes justement de Lego, qui est
peut-être le jeu le plus authentique par excellence, a explosé pendant le confinement. Alors, le tableau bref, juste pour vous dire quel est le problème en fait avec la façon dont on s'est diverti pendant le confinement. Mais c'est qu'en gros, on s'est vite aperçu que cette façon de se divertir-là ne nous suffisait pas, ne pouvait pas nous contenter. Et donc très vite, justement, on a ressenti le manque. Parce qu'en fait, je crois que ce n'était pas à proprement parler des loisirs, des choses qui nous détournaient du quotidien, mais c'était simplement des passe-temps. Les loisirs dont on a joui, entre guillemets, pendant le confinement n'étaient pas là pour nous détourner de nos préoccupations quotidiennes, de nous faire sortir de nos vies, mais étaient juste là pour comme des passe-temps, là pour combler l'ennui. Et ce qui, je pense, du coup, est un élément important pour penser la façon dont les Français potentiellement vont vouloir se divertir demain. Alors, je dis pourquoi c'est un problème, parce qu'en fait, on vit dans des sociétés où une grande partie de nos vies est structurée autour du temps libre. Alors ça, vous avez sans doute vu, c'est le sociologue Jean Viard qui en parle beaucoup. Il dit que le temps de travail n'a jamais aussi peu représenté de temps sur l'ensemble d'une vie éveillée. En gros, il dit que sous Napoléon, 70% de la vie éveillée était consacrée au travail, 40% en 1936, alors qu'aujourd'hui, le temps de travail dans une vie éveillée, entre le moment de votre naissance et le moment de votre mort, représenterait entre 10 et 12% de la vie éveillée. Alors évidemment, plusieurs éléments pour expliquer ça, l'allongement de la durée de vie, et certaines lois, évidemment, 5 semaines de congés payés, 35 heures, etc., etc. Mais donc, nos vies structurées autour du temps libre. Et donc, si nos vies sont structurées autour du temps libre, ça veut dire qu'il faut bien alimenter ce temps-là et qu'il faut bien, composer avec ce temps-là. Et je crois que ce temps libre-là, et c'est l'un des éléments, du coup, et je fais vite, post-confinement en tout cas, qui je pense est un élément à avoir en tête dans la façon dont les Français vont vouloir vivre et se divertir demain, on a besoin de vivre ce temps libre-là de façon, je dirais, intense. Et j'aimerais un peu insister sur la notion d'intensité. En gros, je pense que demain, les loisirs qui vont tirer profit de la crise et qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les loisirs qui auront une forte valeur d'intensité. Il y a un philosophe et un romancier que vous connaissez peut-être qui s'appelle Christian Garcia, qui a fait un livre là-dessus qui s'appelle la vie intense, et qui montre bien que justement, de fait d'avoir ce temps libre-là hors travail, on est obsédé, notamment, alors lui, il le date depuis l'arrivée de l'électricité, on est obsédé par le fait de vivre tout de façon intense dans nos sociétés modernes, on veut tout plus vite, plus haut, plus fort, et on ne peut pas accepter justement la monotonie et la dévitalisation des sens qu'on a pu vivre pendant le confinement. Donc, je crois que cette notion-là d'intense et d'intensité, vous allez voir, je peux me tromper, mais je pense qu'un certain nombre de marques et tout l'événementiel va beaucoup insister là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose dont les Français potentiellement vont être en demande. La deuxième notion sur laquelle j'insiste en termes de besoin et de demande, ça va être la notion d'authentique. Et à mettre en lien avec la notion d'authentique, d'authenticité, c'est la notion de qualité. Je me dépêche. L'idée, je pense, c'est que justement, après avoir beaucoup fait semblant, avoir fait des apéros Zoom, des jeux vidéo, du vélo d'appartement, etc., je pense que les Françaises et les Français vont demander un retour à l'authentique. Alors, vous le voyez avec les aspirations à retourner dans la campagne, à aller potentiellement acheter une maison à 2 heures ou à 3 heures de Paris, si je parle des cadres parisiens. D'ailleurs, très intéressant quand vous regardez une nouvelle fois, Le Bon Coin, qui est un des sites les plus intéressants sur la location et la demande d'appartements de logement, vous avez eu des pics par rapport à une période normale sur des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté, comme la Bretagne, comme le centre Val-de-Loire, parce que justement, on a tout un tas de Parisiens qui veulent revenir sur ce retour à l'authentique. Je termine en disant que le problème, je pense, en tout cas de cette demande d'authenticité et d'intensité, et le problème avec les loisirs d'une façon générale, c'est qu'évidemment, il y a de fortes inégalités entre les individus dans celles et ceux qui vont pouvoir justement jouir de façon intense et authentique post-confinement, post-crise, et ceux justement qui ne vont pas vouloir le faire, et qui ne vont pas pouvoir le faire, pardon. Et donc, j'insiste sur une notion, parce que ça a été beaucoup mis en lumière pendant le confinement dans la façon dont un certain nombre d'individus vivaient le confinement, et à la limite, ce sera ça ma proposition peut-être pour la façon dont on doit toutes et tous se divertir demain, c'est le faire avec un peu plus de pudeur. Et quand je dis pudeur, c'est le fait de le faire avec un peu plus de pudeur sur les réseaux sociaux. Vous avez sans doute vu des romanciers, des auteurs, très vite au début du confinement, publier des papiers
avec une photo leur montrant leur vie très agréable à la campagne, volée ouverte, etc., etc. Je ne citerai pas de nom. Je crois que ce sujet-là de la pudeur et la façon dont les individus, et notamment les personnages publics, les personnages politiques mettent en scène leur bonheur en permanence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, est générateur de frustration qui génère, je pense, des conséquences assez néfastes dans la vie des individus. Et donc, si j'ai une proposition à faire aux responsables politiques, aux responsables publics, même à tout un chacun, c'est de défendre de nouveau cette notion qu'est la pudeur, mais la pudeur de façon élégante et pas la pudeur militante. C'est-à-dire qu'il faut défendre le topless, mais il faut condamner l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux en termes de divertissement. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. On a encore, désolé, on a rattrapé notre demi-heure de retard. Non, pardon. On a encore juste Léa qui va nous présenter une note sur l'organisation du territoire. C'est ça. Merci. Pour intérêt général. C'est ça. Merci Nina. Bon, ça fait 1h30 qu'on est confinés ensemble, donc je vais essayer d'être divertissante pour cette dernière intervention et de pas trop vous ennuyer. Donc juste peut-être très rapidement, je vais vous dire un peu qui on est à intérêt général, parce qu'on fait partie des petits nouveaux dans les think tanks qui ont été lancés après 2017. Donc moi, je suis co-animatrice d'intérêt général et co-rapportrice des travaux sur l'organisation du territoire que je vais vous présenter plus en détail juste après. À intérêt général, on agrège plein de profils, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des cadres du privé, pour travailler ensemble sur des travaux qu'on essaye de, on essaye de privilégier, des travaux innovants, fouillés, on travaille longtemps. Sur nos notes, je vais en prendre 2 petits exemples, mais vous pourrez retrouver toutes nos publications sur notre site internet intérêtgénéral.net. Et donc, on a travaillé sur, par exemple, une autre réforme des retraites pour montrer qu'il y avait une alternative à ce que proposait Emmanuel Macron. Sur aussi les services publics à la sortie du confinement, où on a fait un retour sur l'histoire des services publics à la française, sur le constat du coup 30 ans de politique néolibérale et de ce que ça a fait à nos services publics aujourd'hui, et sur des propositions pour refonder un peu le service public du 21e siècle. Toute petite dernière chose, on a lancé très récemment un conseil scientifique début juillet, dont vous pourrez retrouver tous les membres aussi sur notre site internet, et qu'on a placé sous le patronage de Jean Ziegler. Voilà. Donc je vais passer maintenant à la présentation de la note et des travaux qu'on veut partager avec vous aujourd'hui sur l'organisation du territoire, et plus précisément donc sur les communes et les intercommunalités. Donc c'est une note qui s'intitule « Pour des communes écologiques qui coopèrent librement » et qu'on a publiée en fait en mars 2020 au moment du premier tour des municipales, parce qu'on a fait le constat que en fait, ces élections elles étaient aussi intercommunales, mais que l'intercommunalité était la grande oubliée des débats pour les élections municipales. Donc, c'est quoi l'intercommunalité? Juste pour rappel, ce sont en fait les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, qui sont au nombre de quand même 1258 en France en 2020, et dont on parle en fait très peu quand on parle de l'action communale. Or, d'après nous, à intérêt général, on pense que en fait, les urgences écologiques, sociales, démocratiques nous pressent à agir, et la crise du Covid nous le démontre. Et avec le constat en fait qu'on fait d'un triple échec de l'organisation du territoire, on pense qu'il est important de parler de l'intercommunalité. Donc ce triple échec, c'est lequel? En fait, d'abord, c'est celui de l'État, d'après nous, à assurer son rôle de garant de l'intérêt général dans les territoires, avec des engagements forts de l'État déconcentré ces dernières années. Le deuxième échec, c'est celui de la commune à incarner le lieu d'expression locale de la démocratie. Et puis, le troisième échec, donc celui de l'intercommunalité à garantir en fait la résorption des inégalités sociales et spatiales et à contribuer à la bifurcation écologique.
Donc, on dresse un constat assez sévère sur l'intercommunalité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, à savoir que ce sont des institutions qui sont technocratiques, qui participent à l'effacement des clivages politiques, du fait de la culture du consensus qui va régner dans ces intercommunalités et qui dépolitise très fortement le débat, qui standardise l'action publique locale. Et puis qui va contribuer également à une forte professionnalisation des élus du fait en fait de la multiplication des lieux d'exercice du pouvoir qui finalement contribue aussi à une certaine sélectivité sociale de ces élus, puisque pour accéder au poste de pouvoir, il faut avoir tout un tas de caractéristiques sociales qui ont tendance en fait à privilégier les élus des catégories socio-professionnelles les plus élevées. Enfin, ça invisibilise aussi beaucoup les femmes, ces intercommunalités, puisque au sein de leurs exécutifs, en fait, on ne retrouve pas la parité du tout. Par ailleurs, on fait un autre constat, c'est que ces intercommunalités, elles organisent très fortement la concurrence entre les communes et la mise en retrait des plus petites communes, et notamment des communes rurales, au profit des villes-centres et donc de l'urbain. Donc, ces mastodontes qui sont technocratiques et qu'on appelle dans le jargon des établissements publics de coopération intercommunale XXL, on les dénonce. Pour en prendre un exemple, juste la communauté par exemple d'agglomération du Cotentin, elle regroupe 129 communes, 220 conseillers communautaires, ce qui est en fait autant que le nombre de conseillers régionaux de la région Île-de-France. Voilà. Donc, pour passer maintenant à nos propositions, suite à ce constat assez sévère sur l'intercommunalité, nous, on s'appuie sur un triptyque qui est clair et qu'on veut réaffirmer, c'est que l'État doit être le garant de l'égalité dans les territoires. La commune doit être affirmée comme le lieu central de la démocratie et la coopération entre communes, si elle est volontaire, doit être la condition en fait de la réalisation de la bifurcation écologique et de la mise en œuvre de politiques publiques redistributives dans les territoires. Donc, on veut soumettre à discussion ou à débat deux propositions suite à ce triptyque, appuyé sur ce triptyque. D'abord, celle de la suppression nécessaire, selon nous, des métropoles, puisque la bifurcation écologique impose en fait de favoriser la réduction des distances entre les lieux de vie, les lieux de travail, sur aussi la réduction des distances entre les lieux de production des ressources alimentaires et leurs lieux de consommation, mais aussi de lutter fortement contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, etc. Or, les métropoles, elles vont dessiner en fait le territoire autour de grands centres urbains et le polariser très fortement à des échelles qui nous semblent juste insoutenables en termes écologiques. Par ailleurs, elles ne permettent pas du tout de lutter contre les inégalités territoriales, puisque la métropolisation a tendance à concentrer tous les services publics dans les grands centres urbains et donc à organiser la désertification de nos territoires en services publics, notamment dans les territoires ruraux. Je prends juste un petit exemple. En 20 ans, le nombre de femmes qui vivent à plus de 30 minutes d'une maternité en France a doublé du fait de ce phénomène de métropolisation. Et donc, notre deuxième proposition, qui vient conclure tout ça, c'est de refonder donc, cette coopération entre les communes sur des bases qui seront plus démocratiques, d'abord, pour contribuer ensuite à la bifurcation écologique. Donc, ceci, ça suppose plusieurs choses. D'abord, de mettre fin à l'obligation des communes d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale, bien sûr, et puis de refonder cette coopération sur la base du volontariat,
nous, on a créé un nouvel objet qu'on appelle les coopératives d'action communale, au sein desquelles la coopération peut reposer sur des bases déjà volontaires et se fait sur la base de projets qui sont écologiques et qui peuvent intervenir à différentes échelles. Donc en fait, nous, on pense que les communes sont souveraines, donc on leur restitue leur fiscalité qui a été déléguée à l'intercommunalité et qu'elles sont libres, par contre, de coopérer à des échelles différentes pour, par exemple, gérer leurs déchets avec 3 communes à côté et gérer la distribution de l'eau avec 3 autres communes parce que ça aurait plus de sens en termes de bassins versants, etc. Donc pour conclure, avec intérêt général, c'est une feuille de route, ça en fait, qu'on souhaitait soumettre à tous les élus qui souhaitent mener des politiques écologiques et redistributives dans leur territoire. Donc on les invite évidemment à se saisir de notre note. On sait déjà que certains l'ont fait et on est à votre disposition bien sûr pour en discuter plus avant. Merci beaucoup. Désolée, on est obligé d'aller un peu vite parce qu'on avait pris du retard et que l'Agora commence dans 10 minutes. Mais je vous remercie tous. Et si vous voulez leur poser des questions ou parler de tout ça, ce sera plutôt dans le jardin en bas. Merci à tous les think tanks pour toutes les propositions très importantes et intéressantes.